Nous avons ici deux intervenants, messieurs Bouffard et Berget. Messieurs, je vais vous laisser prendre la parole. N'hésitez pas à mener votre conférence. Le format est simple, 20 minutes pendant lesquelles vous déroulez votre thème, 20-25 minutes. Et puis ensuite, 5 à 10 minutes d'échange où je prendrai un micro et puis irai auprès du public afin de pouvoir éclaircir certains points ou certaines questions. Bien sûr, après la conférence, le forum continue et il est tout à fait possible, voire même conseillé, de prolonger les échanges et d'approfondir le sujet. Voilà, messieurs, je vous laisse le micro et je vous souhaite bonne conférence, ainsi qu'à vous, chers spectateurs. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous et puis merci d'être venus nous voir. On va faire une petite démonstration technique et puis expliquer quelque chose qu'on a mis en place chez nous, chez SNCF Connect and Tech. Donc très rapidement, le groupe SNCF, 5 sociétés anonymes et SNCF Connect and Tech est une filiale de droit privé rattachée à la partie voyageurs, donc tout ce que vous connaissez bien sur les trains qui roulent sur des rails. Donc côté SNCF Connect and Tech, vous nous connaissez surtout sur les applications SNCF Connect et on fait aussi tout un tas d'autres applications. Donc ça va être important pour la suite de la présentation. On a à peu près une centaine d'applications, donc toutes les applications web orientées grand public de la SNCF. Donc on verra que c'est important quand on a à protéger toutes ces applications-là. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler finalement déjà un peu de retour d'expérience. Et un petit peu la tête qu'on a fait notamment l'an dernier quand Log4j, Spring4Shell, etc. Toutes ces failles sont sorties. C'est à peu près la tête qu'on avait dans l'équipe quand ça sort. Je ne sais pas si certains d'entre vous, on peut lever la main, ceux qui étaient en première ligne quand il y a ce type de failles qui sortent pour traiter ces sujets-là. Alors qui est pas tant que ça? Est-ce que ça vous parle, ce type de tête? C'est un petit peu ça. Donc, rapidement, une fois qu'on a un petit peu cette frayeur du démarrage, très rapidement, il faut se mettre en action pour se dire, est-ce que cette faille, elle a déjà été exploitée? Où c'est que je peux trouver le payload d'attaque? Est-ce que ce payload-là, on est capable de le bloquer sur des éléments de sécurité? Quelles applis sont déjà, sont impactées? Souvent, il y a la possibilité de faire le patch et de mettre en place un workaround. Donc voilà, donc on se retrouve vraiment, ça fourmille dans tous les sens. On a des questions de partout, des échanges avec toutes les équipes. Donc clairement, voilà, c'est à peu près la tête qu'on a quelques dizaines de minutes après l'annonce de RCE. Donc ce qu'on se dit après en post-incident et qu'on fait un Rex, c'est que c'est bien le mode super-héros. Quand il faut le faire, c'est bien qu'on puisse le faire. Par contre, si on peut anticiper et avoir un maximum de protection en amont pour éviter ce mode panique, ou en tout cas avoir de bonnes chances qu'on soit déjà protégé, c'est clairement mieux. Donc là, rien de très innovant, c'est la sécurité en profondeur. Voilà, donc du classique. Mais ce qui est important, oula, ça ne passe pas du tout dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Du coup, je vais enlever ça. Donc, comment on réfléchit sur ce genre de choses? En fait, on fait le parcours d'un attaquant. Donc, on se dit, il y a un certain nombre d'étapes que l'attaquant doit franchir pour arriver jusqu'à son trésor. Et du coup, sécurité en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. On a souvent l'image d'un gruyère où chaque couche a des trous. Et en fait, on va essayer d'avoir le plus de couches d'épaisseur de gruyère possible pour qu'on ne puisse pas passer au travers. Donc là, on a mis quelques exemples de technologies de protection qu'on a chez nous. Là encore, rien de très exotique, mais du coup, ce qui est important, c'est de bien avoir l'ensemble de ces protections qui sont en place et sur chacune d'elles, se débrouiller pour que les trous du gruyère soient les plus petits possibles. Donc aujourd'hui, on va parler du coup contrôle RFC HTTP. Donc c'est une couche de gruyère qu'on a voulu rajouter. Donc elle ne fait pas tout. C'était pas le but, mais elle vient compléter un dispositif complet.
Et cet après-midi, à 16h25, on fera aussi une petite démonstration technique sur la partie durcissement environnement, contrôle d'intégrité, donc un petit peu plus loin dans la kill chain. Voilà, si vous voulez venir sur des applications lambda. Et là, je crois que je te passe la parole. Oui, c'est bon. Du coup, depuis plusieurs années, donc, comme on le voit, il y a des vulnérabilités critiques qui sortent et qui sont publiées et exploitées fortement par différents attaquants. Donc là, c'est une petite liste de vulnérabilités, donc, comme Francis l'a dit, du Log4Shell, du Spring4Shell. Donc, pour rappel, donc Log4Shell, c'était une RCE, c'était possible de réaliser une RCE, donc du code à distance, via GNDI, donc c'était un appel sur l'API GNDI, et du coup on pouvait avoir un reverse shell sur notre machine et accéder au système, au serveur qui est vulnérable. Le point d'injection, c'était le body, mais également les headers HTTP, donc le user agent, le référeur. Ensuite, nous avions le Spring4Shell, donc plus en mars 2022, mais ça s'est bien suivi entre 2021 et 2022, où il était également possible de faire du code à distance, mais cette fois-ci dans le body et dans la classe loader, le module class loader. Un peu plus vieux, mais quand même connu, donc sur Apache Struts en 2017, pareil, c'était une RCE, et dans le header HTTP Content Type. Et pour la dernière qu'on va vous parler rapidement, c'est une blind SQL injection dans un header également, dans le X434. Donc parler des vulnérabilités, c'est bien, mais c'est peut-être plus simple avec une payload et vous montrer différents cas. Hop. Donc voilà, donc là j'ai juste mis une requête basique sans payload pour montrer que c'est bien une 200. Ah, vous voyez rien. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Est-ce que du coup, je vais faire ça. En fait, on a un burp dans une VM, mais du coup la VM n'a pas l'air de s'afficher. On va faire 100. Hein. Bon, on va faire 100, pas le choix. Bon, désolé, du coup, il y avait également une démonstration Log4j où on avait implémenté en local. Ça, tant pis. Désolé pour ça et ce contretemps. De toute façon, pas le choix. Du coup, Vous avez une idée? Ah, ouais, mais là, c'est des requêtes burp. Bon, on va peut-être les décrire un petit peu. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors du coup, Log4j. Donc en fait, dans un cas précis qui avait été utilisé, c'était l'utilisation du dollar accolade GNDI et puis du coup une requête LDAP. Donc typiquement, ce qu'on peut voir sur celle-ci, c'est qu'il y a un dollar et une accolade qui est utilisée. Et du coup, la question c'est: est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un dollar et une accolade dans le user agent? Est-ce que comment dire? Est-ce que du coup ça c'est légitime, quoi. C'est légitime, exactement. Donc on avait le cas de Spring du coup, donc dans une requête post sur le class loader comme je disais, donc avec une requête forgée on pouvait faire une RCE. Donc là c'était un peu plus. Vas-y suivant. Pardon. Non mais c'est ça en fait. Mais je pense qu'on va passer à la suite parce que là ça va pas être très parlant. Et en fait, ce qu'on voit sur ces différentes RCE, donc là, on avait préparé les différentes requêtes pour vous montrer les injections dans ces requêtes-là. Et donc, dans les requêtes, il y a une partie avec l'URL, une partie avec les headers et puis une partie avec les variables, qu'elles soient get ou post. Et donc, on voyait où est-ce qu'était présente l'injection. Et voilà, et il y avait un point commun. Et du coup, le point commun de ces attaques, ce qu'on voyait, c'était que les injections étaient faites dans les headers HTTP directement. Et donc ça, c'est assez intéressant et on le comprend bien pour un attaquant. Quand ils vont scanner le web, en fait, ils ne vont pas regarder application par application comment elle fonctionne, les variables de l'application. En fait, ils vont utiliser les RFC. En fait, qu'est-ce qui est commun à tous les sites web? Et ça va être le user agent, le référeur, etc. Et quand il y a des failles de type Log4j 0D, en fait, ils vont injecter
dans ces headers-là parce que c'est un point commun à tous les sites web. Donc ça, c'est un point qui est intéressant pour les attaquants. Et il n'y a pas de raison que côté défense, on n'utilise pas aussi la même logique pour pouvoir les contrer. Et l'idée qu'on a eue, mais qui est assez simple, et en fait c'est celle qu'on répète tous les jours à nos équipes de développement, contrôlez vos entrées, contrôlez vos entrées, contrôlez vos entrées. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, on ne l'avait pas sur nos outils de sécurité par défaut. Donc là, l'idée, c'était de se dire, un header, il est spécifié par une URFC, contrôlons qu'on a bien ce qu'on attend, plutôt que le format d'habitude, qui est plutôt de se dire, on va chercher dans les headers, c'est ce qui est fourni par les fournisseurs de WAF, des patterns d'attaque dans ces headers. Donc voilà, c'est juste un changement de point de vue, de paradigme, qu'on a mis en place. Ce genre de choses, il faut faire très attention, parce que là, on parle de protection sur tout un tas de sites web à très fort trafic, etc. Il faut qu'on soit sûr que le jour où Google Chrome change un header, etc., on ne se retrouve pas à bloquer tout le trafic de nos clients sur tous nos sites. Parce que là, je vais me faire fortement bouger. Donc voilà, donc un vrai enjeu de sécurité, mais aussi de fonctionnement. Du coup, l'application de ce contrôle de conformité, on l'a fait sur notre WAF, donc notre pare-feu applicatif. Donc l'objectif, ça a été d'abord de recueillir des headers HTTP. Donc typiquement, là on vous donne une petite liste, il en existe plus, avec des exemples sur le côté pour affirmer les différentes valeurs. Donc typiquement le content type, on sait que ça doit être un entier positif. Le référeur, ce qui est attendu, c'est du HTTP, HTTPS et pas autre chose. Et donc voilà pour l'idée. Mais typiquement, c'était l'objectif. C'était on a une application qui arrive par le haut et en fait on va faire un contrôle sur différents niveaux. Une requête qui arrive par le haut. Une requête, pardon. Donc typiquement, on regarde, c'est des exemples. Pour le content length, comme je l'ai dit, on regarde si c'est bien un nombre entier positif. Si c'est pas le cas, eh bien on le rejette, on n'accepte pas la requête. On a également le cas du upgrade d'une security request. Donc ce qu'on veut voir, c'est la valeur de 1. Pour le true client IP, on attend des adresses IP. Pour le référeur, comme je disais, une URL qui commence par HTTP ou HTTPS. Et après, il y a des headers qui sont un peu plus complexes et où il faut être un peu plus souple. C'est le cas du user agent, où comme on peut le voir, on accepte l'alphanumérique, mais aussi des caractères spéciaux qui sont utilisés dans le user agent. Donc, pour mettre en place ce contrôle, on a fait un cahier de recettes. On a un bug bounty privé, donc on a récupéré des injections sur les headers qui nous ont servi pour le cahier. On a fait l'analyse, bien évidemment, via les RFC, comme vous l'avez dit. On a fait des analyses d'attaque, puisque sur le WAF, on recueillait les différents logs où on a pu voir différents tests d'injection par des attaquants, ce qui nous a permis également d'alimenter le cahier de recettes. On a également utilisé des outils d'audit comme Nessus, Nuclei pour alimenter. Et enfin, avec les nouvelles technologies comme ChatGPT, on a pu faire une version 2, justement pour... la première version était sans technologie d'IA. Et là, typiquement, on peut confirmer nos contrôles. Et peut-être aussi, on a oublié certains patterns dans les différents headers. Donc on a fait des tests suite à la mise en place du contrôle, avec un outil qui est largement utilisé par les attaquants, donc Nuclei, dont en fait il y avait 61 requêtes malveillantes sur les headers HTTP. Et en fait ce qu'on a pu voir grâce à ce contrôle, c'est qu'il y a eu 100% des requêtes qui ont été bloquées par notre contrôle. Typiquement un cas d'usage, le user agent incorrect, où là on voit le GNDI LDAP, qui a été utilisé pour Log4Shell. Du coup, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on bloque toutes les requêtes de Nuclei. On dit bien qu'on bloque toutes les requêtes de Nuclei qui fait des injections dans les headers. Donc un Nuclei va avoir des centaines ou des milliers de requêtes qui sont faites. Là, on se focalisait sur cette partie-là, mais du coup, sur cette partie, c'était bien bloqué. Pour les autres parties, du coup, c'est la défense en profondeur. Il y a aussi toutes nos autres protections.
Donc pour la version 2, ce qu'on a fait, c'est donc un test avec ChatGPT. Donc j'espère que cette fois-ci la démonstration va fonctionner. C'est la poisse aujourd'hui. Donc typiquement, je vais revenir sur la présentation. Alors. Ah oui. Hop. Alors, désolé pour le petit contretemps. Bon, du coup, on avait prévu, on a des slides cachés, du coup, parce qu'on vous avait montré un navigateur où on faisait ces échanges avec ChatGPT, donc on est sur une démarche un petit peu différente. Et du coup, un point qui était intéressant, qu'on avait vu dans les bonnes pratiques d'utilisation, c'est de commencer par, en tant qu'expert sécurité depuis plus de 20 ans, et du coup, ça va obliger ChatGPT à faire des réponses qui sont fouillées et pas juste voilà, un truc très léger. Ça marche ou pas? On le voit? Hop. Non, tu es toujours sur le... Ah, en fait, c'est que tu présentes le deuxième écran. Tu as 2 écrans là. Bah non. Et du coup, ton écran de presse, c'est pas celui-là. Tu n'as pas un moyen de tes 2 écrans. Donc voilà, donc, le temps qu'on fasse la technique. Du coup, donc, on demande à ChatGPT de nous sortir un jeu de tests, de requêtes, de requêtes comportant des headers HTTP mal formés. Et c'est ça, en fait, en faisant un certain nombre d'échanges avec lui, qui va nous permettre de compléter notre cahier de recettes. Et on voit finalement des choses qu'on n'arrivait pas qu'on n'avait pas anticipées, qu'on n'avait pas vues. Donc, en fait, qui nous ont permis d'étendre les types de requêtes qu'on avait. Et on a même demandé... T'as pas 2 écrans juste? T'as qu'un seul écran là? Et donc, on a demandé à ChatGPT du coup de nous faire directement les requêtes en disant, donc on avait dans la démo, on a fait un site web où on a mis notre workflow qu'on vous a présenté juste avant de protection. Et on lui a dit, bah, du coup, donne-nous là, donc l'URL c'était FIC test 2023. Et du coup, nous fait directement des requêtes. Bah, monte ces slides-là. Hein. Et nous fait directement ces requêtes qu'on peut faire un copier-coller dans Burp. Et on va les jouer directement après dans Burp pour voir si notre workflow permet ou pas de se protéger. Donc on voit qu'on a une automatisation qui est assez impressionnante et on a pu refaire en fait avec ChatGPT en quelques heures ce qu'on avait mis quelques jours à faire auparavant. Donc on avait déjà travaillé la logique, etc. Donc le deuxième coup est toujours plus rapide que le premier. Mais clairement, en fait, il y a eu des choses nouvelles et ça nous a permis de faire une V2 de la protection sur ces protections. Donc typiquement avec l'utilisation de ChatGPT, donc on lui a posé la question de est-ce que un référeur avec cette syntaxe est bien formaté ou non. Donc la réponse c'était non, typiquement parce qu'il manquait le HTTP et le HTTPS. Donc c'est là où on a pu mettre en place ce pattern sur notre WAF, où justement on a dit bah, il faut à minima que ça commence par ceci, mais voilà, tout simplement. Le deuxième cas qu'on a testé, c'est si le user agent était vide. S'il est vide, ce n'était pas conforme à la RFC. Et donc pareil, on regarde s'il est vide. Et donc bien évidemment avec le pattern de tout à l'heure que je vous montrais sur le WAF, on accepte que ce caractère et donc on n'accepte pas le user agent vide. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir toute la logique de discussion avec ChatGPT, où on va lui demander d'aller un cran plus loin, de faire des exemples très diversifiés. Au départ, il nous renvoyait à peu près toujours les mêmes user agents. Et en fait, il faut, par la discussion, le forcer à dire sois beaucoup plus large dans les headers où on va vouloir injecter, etc. Et du coup, il a été au fur et à mesure beaucoup plus loin en lui forçant un petit peu la main pour avoir quelque chose de très exhaustif. Et ce qu'on a même fait à la suite, c'est de se dire, on lui a demandé de faire un tableau avec dans la première colonne le nom des headers, la deuxième les valeurs attendues de ces headers en donnant 3 exemples, et la quatrième en mettant une regexp qui permet de vérifier que les valeurs de vérifier voilà, les valeurs attendues.
Donc en fait, on a été nous aussi en apprentissage et à se dire, on peut poser des questions de plus en plus haut niveau. Et on a bien eu ce tableau-là. Alors après, les regex n'étaient pas encore terribles, mais on était sur la version 3. Mais on voit que ce type de travaux, on peut passer beaucoup plus rapidement d'une idée à son implémentation avec ChatGPT. Voilà, donc désolé, du coup on n'a pas eu notre partie présentation qui était prête. Juste pour terminer, finalement, ce qui est assez intéressant et qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'était vraiment de se dire qu'une simple idée qu'on répand régulièrement, qui est de dire contrôlez bien vos entrées, et en fait elle n'est pas forcément faite dans des outils de sécurité qu'il y a sur la place. Donc je vous invite à aller voir les différents vendeurs de WAF au salon et puis leur poser la question, est-ce que vous avez des contrôles de conformité RFC HTTP sur les headers? Et en fait, rien qu'avec ce principe assez basique, on arrive à bloquer un certain nombre d'attaques et même des 0D, donc sans même parler d'IA, de choses très compliquées. Voilà, juste on contrôle les entrées. Donc allez-y, implémentez-le sur vos WAF si le WAF ne le fait pas directement. Ça fait clairement un très bon ROI entre le temps passé et le niveau de protection qui est fait. Voilà, ça s'inscrit dans une démarche de sécurité en profondeur. Ce n'est pas ça qui va vous protéger de toutes les attaques, c'est juste une couche de gruyère en plus des autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, faire très très attention quand on manipule ce genre de choses parce qu'on est tout de suite à l'échelle et on peut se retrouver à bloquer beaucoup de requêtes et à embêter beaucoup de clients. Donc il faut y aller par étapes en ayant une démarche qualité très 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 importante. Voilà, et puis le dernier point, ça a été aussi pas une révélation, mais quand même on s'est pris une petite claque quand on a vu qu'avec ChatGPT, on arrivait à refaire ce qu'on avait fait en quelques jours, semaines de travail. On arrivait à le refaire beaucoup plus rapidement. Donc allez-y, utilisez, testez ces outils-là. Ça permet d'élargir à la fois la réflexion. Il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et pour faire des jeux de test, pour balayer, il y a vraiment des choses intéressantes à aller chercher avec du ChatGPT en sécurité. Bien, alors effectivement, la présentation a été un petit peu écourtée dû au fait qu'il n'y ait pas eu la possibilité de voir vos démonstrations vidéo. Mais c'est pas plus mal, on va pouvoir prolonger cette conférence par un long temps de questions-réponses. Je vais prendre un de vos deux micros. Merci. Et puis me tourner vers le public afin de connaître quelles étaient les questions ou les demandes par rapport à cette présentation. Je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour protéger le référé, parce que le référé c'est une URL et sur le web, dans les URL on voit tout, y compris ce qui n'est pas accordé par la RFC, donc des $, des accolades, même des smileys des fois dans les URL. Je suis assez curieux de savoir ce que vous avez fait exactement pour éviter de bloquer des requêtes légitimes. Donc effectivement, c'est un des points compliqués parce que les URL elles sont complexes. Ce qu'on voyait quand on a fait l'inspection des payloads d'attaque, c'est qu'en fait ça commençait jamais par HTTP 2 points ou HTTPS 2 points. Et du coup, si on commence déjà à forcer le début d'une URL. Alors après, il y a du HTTP, HTTPS 2 points, donc ça on y pense aussi. Après, il y a aussi des URL qui peuvent être dans le référeur du HRA, HRI pour la partie mobile. Donc voilà, ça on le voit pas tout de suite, mais c'est en faisant des tests qu'on le voit. Et après, pour que les injections fonctionnent, souvent quand ça commence par HTTP 2 points, même si on a une injection 0D après, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. En tout cas, dans les 0D, enfin du coup dans les payloads d'attaque qu'on a pu voir, il n'y avait jamais le début qui était bon et puis l'injection qui était au milieu et qui pouvait fonctionner, quoi. D'autres questions, d'autres précisions? Eh bien, je pense que nous avons fait le tour. Merci pour votre présentation. On peut vous applaudir. SNCF Connect and Tech que l'on va retrouver cet après-midi. Je crois que vous êtes programmés. Je vais vous en redonner l'horaire.
à 16h55 pour une thématique sur la compromission du traitement effectué par une AWS. On est d'accord ? C'est ça. Eh bien voilà, rendez-vous est pris pour cet après-midi, bravo encore. Et bien sûr, comme tous les jours sur le salon, n'hésitez pas à prendre contact sur les stands, dans les allées, afin de prolonger ces conférences. Merci à tous, la pause déjeuner arrive sur le Hacking Lab et la prochaine conférence interviendra pour 14h avec l'intervenant partenaire Atos. Merci, bon salon et bon déjeuner à tous.